Otep et bienvenue à la Kémitosphère. Nous allons ce soir parler des 4 piliers de la révolution malienne. La révolution panafricaine au Mali est axée sur 4 piliers dont vous allez découvrir au cours de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos vidéos. Veuillez aussi liker la vidéo pour que les robots YouTube nous encouragent à travailler. Père Médou est une plateforme à travers laquelle nous parlons des humanités égypto-nubiennes, nous parlons du panafricanisme et aussi de la renaissance africaine. Moi, c'est Alno, votre frère, Kémit, votre frère de la cause africaine. Quels sont les 4 piliers qui ont permis de mener et de maintenir la révolution malienne, la révolution panafricaine, la mieux organisée et la plus résistante qui soit? Alors, le premier pilier de cette révolution réside dans l'hymne national même du Mali. Le Mali est l'un des rares pays, sinon je dirais le seul, qui a inscrit le panafricanisme dans son hymne. Allons-y voir un peu ce que dit l'hymne national du Mali. Bon, si j'étais un chanteur, j'allais vous chanter, mais désolé, je n'ai pas une belle voix. Donc, on va juste lire l'hymne du Mali et des extraits. Par exemple, si vous parcourez, vous allez rendre compte qu'il est écrit « Debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. » Quand vous continuez la lecture ou alors la chanson, vous allez vous rendre compte un peu plus loin qu'il est écrit « L'Afrique se lève enfin. Saluons ce jour nouveau. Saluons la liberté. Marchons vers l'unité. Dignité retrouvée. Soutient notre combat. Fidèle à notre serment de faire de l'Afrique unie. Ensemble debout, mes frères. » Donc, il est clair que depuis l'hymne national du Mali, le Mali est ce pays africain qui est parti sur des bases du panafricanisme. C'est-à-dire, l'Afrique est mise au devant. Je crois que vous m'avez bien suivi à travers la lecture, mais l'Afrique est toujours citée avant le Mali. Et les Maliens sont prêts à se sacrifier pour l'Afrique. Et si, pour ceux qui font un peu d'analyse de tout ce que le Mali a subi, il est clair que les Maliens ont mis l'intérêt de l'Afrique au devant de leurs propres intérêts. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que de cette révolution malienne, les jeunes Africains de tous les coins du continent voient et comprennent le pourquoi du combat que le Mali est en train de mener et que ce combat n'est pas simplement pour libérer le Mali, mais tous les pays africains, exceptionnellement les pays de la zone francophone. Donc, l'hymne national déjà, qui est écrit par Seydou Badian Kouyaté, ce brillant africain, prépare déjà le Mali à être le pilier du panafricanisme, le pilier du combat pour la renaissance africaine. Le deuxième facteur ici réside dans la langue. Le Mali, en général, la langue parlée, c'est le Bambara. Donc, plus de 80% des Maliens parlent cette langue. Et pour avoir vécu dans le pays, à travers les radios, les chaînes de télévision, ils organisent souvent des émissions où les enjeux politiques, les sujets politiques sont discutés dans la langue. Et cette façon de faire permet aux citoyens depuis les villages de comprendre ce qui se passe dans le pays, de comprendre pourquoi le pays est dans cet état. Et vous remarquez que souvent, même les autorités, après les conférences, après les ateliers, des conférences de presse,
après des séances de travaux, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, quand ils sont face à des journalistes, ils priorisent le Bambara. Parce qu'il faut parler au peuple. Et les alphabétisés, ceux qui parlent le français, sont peu. Donc si tu veux vraiment communiquer aux Maliens, il faut parler dans la langue. Donc tout le monde a accès à l'information. Et ce qui fait que la population, de façon générale, comprend la situation du pays. La population est assez mûre dans la compréhension des enjeux géostratégiques et géopolitiques dans lesquels le pays se trouve. Et donc, les mentalités, les niveaux de compréhension sont les mêmes. Donc, la langue a joué un rôle capital dans la révolution malienne. Et ce n'est que, bon, il y a cela quelques jours, je suivais une vidéo de Assimi lui-même, Assimi Goïta lui-même, en train de parler en Bambara. C'était un long discours. Il s'adressait à ses concitoyens de façon tout naturelle, sans un bout de papier, dans la langue du pays. Et donc, ce n'est que comme ça que l'on peut se faire comprendre par ses concitoyens. Mais la mauvaise pratique de la plupart des autres dirigeants, c'est que non seulement ils n'emploient que le français pour communiquer, mais ils utilisent les mots les plus compliqués. Donc finalement, même ceux qui sont alphabétisés ont du mal à comprendre ce qu'ils disent. Donc, ils mystifient tout. Et on se rend compte que finalement, le président s'adresse à une poignée d'hommes, alors que l'objectif ici est de se faire comprendre par tous les citoyens du pays. Parce que tout le monde contribue d'une façon ou d'une autre au développement du pays. Et on est président parce que on agit pour le compte de tout le monde. Et donc, l'on doit communiquer dans la langue que tout le monde connaît. Il est un peu désolant que pour beaucoup d'Africains et même des chefs d'État, ce n'est que le français. Et il faut faire l'effort de mieux maîtriser cette langue-là. Parfois même, il faut parler cette langue mieux que les Français, à qui cette langue appartient, pour tout simplement prouver que l'on est civilisé. Donc, l'objectif, c'est de se faire comprendre par les citoyens ou alors de mieux manipuler cette langue pour que de loin, on voit l'élève qui essaye de parler le mieux la langue pour faire plaisir à son professeur. Je crois que vous me comprenez quand je parle des élèves, ou alors peut-être je vais utiliser le terme sous-préfet pour que certaines personnes se retrouvent vite. Mais la langue a joué un rôle très important dans la révolution malienne. Et ça, c'est un exemple que la plupart des pays africains doivent copier. Nous devons avoir des langues. Nous devons communiquer dans nos propres langues. Parce que s'il y a une chose que je dois avouer ici, c'est que le jour de la manifestation du 14 janvier, je vivais et je travaillais encore à Bamako. Et j'ai participé moi-même à cette manifestation. J'ai vu les vieux et les mamans de 100 ans participer à la manifestation. Ces mamans ne parlaient pas français. Mais si elles sont arrivées, si elles décident de participer à cette manifestation, c'est parce qu'elles ont eu accès à un certain nombre d'informations qui les ont fait comprendre la situation qui se passe. Et des vieux de 100 ans, des mamans de 100 ans, qui malgré leur santé fragile, vous savez en Afrique, il est rare d'arriver à 100 ans. J'ai vu les mamans de 100 ans marcher. Cela m'a vraiment frappé. Et ceci, la langue a joué un rôle très très important à ne pas négliger. L'autre facteur, c'est aussi la transparence du gouvernement dans la communication. Au temps de IBK, aucun Malien n'était informé, par exemple, qu'au Mali même, il y a des zones où, pour que toi, un militaire, tu viennes, il faut demander l'aval de la France. IBK ne donnait pas ces informations aux citoyens. Donc, le gouvernement de Assimi Goïta était transparent sur les sujets les plus sérieux du pays. Il communiquait toujours, il disait toujours la vérité aux citoyens.
le ministre, le premier ministre, comme chacun le sait, est vraiment actif dans ce domaine. Le ministre des Affaires étrangères aussi, il est actif. Donc, le gouvernement, de façon générale, communique de façon très claire aux citoyens. Et cela fait que, d'une façon globale, l'on se retrouve face à un problème qui concerne tout le monde. Et c'est de cette façon aussi que la révolution a tenu. Et donc, la transparence a fait que la population, d'une façon générale, a adhéré au gouvernement. La population a adhéré à la révolution. Nous définissons le panafricanisme comme un mouvement de résistance. Donc, les citoyens ont compris que le gouvernement est dans une situation de résistance et qu'il faut soutenir parce qu'il y a eu la transparence dans la communication. Les défis du pays étaient communiqués d'une façon simple et claire et autant en français qu'en bambara et dans d'autres langues du pays. Tout le monde a accès à la vérité. Et donc, il est désolant que des médias comme RFI, comme TV5, je ne sais pas trop ce que les Africains aiment suivre là. Ces médias ont souvent tendance à dire que le gouvernement a loué des jeunes pour manifester. Que le gouvernement a payé des citoyens pour ne pas manifester. Mais attendez, on ne peut pas rester dans un bureau à Paris et dire ou alors faire attribuer au gouvernement ce que ce gouvernement n'a pas fait. Donc, on va aller vers le dernier élément qui est la solidarité et la volonté collective. Tous les Maliens étaient solidaires et je vous disais tantôt que je vivais entre-temps et je travaillais à Bamako. J'ai vécu ces moments moi-même. Et donc, tout le monde était solidaire. Les Maliens étaient solidaires. On a laissé de côté le fait d'être musulman, on a laissé de côté le fait d'être chrétien, on a laissé de côté le fait d'être kémite, mais on a juste mis au devant la revendication de la liberté. C'était le point central. Et tout le monde a adhéré à cela. Parce que, par exemple, quand les mesures étaient tombées, les mesures illégales de la CEDEAO étaient tombées, ils ont même coupé les fonds du pays. Donc le budget du Mali a eu des soucis financiers énormes. Pour ceux qui ont des mémoires encore fraîches, vous pouvez vous rappeler de cela. C'était des soucis financiers énormes. Tu avais de l'argent en banque, tu venais pour retirer, la banque te dit qu'il n'y a pas d'argent. Et encore, il y a un autre facteur. Les enseignants maliens étaient dans une dynamique d'attente de leurs primes et aussi certains attendaient leur avancement en termes d'échelon. Et ça, c'est une affaire qui a commencé depuis l'époque de Ibeka. Quand les sanctions ont commencé, c'était aussi à un moment où les enseignants étaient à deux doigts de déclencher une grève générale et illimitée. Moi, je vivais au Mali. Je venais percevoir de l'argent à la banque et je rencontrais ces enseignants qui étaient dans une situation terrible. Les banques même étaient en grève. Vous pouvez vérifier les archives. Les banques étaient en grève à un moment. Mais les enseignants à un moment se sont dit non, voilà la situation. On a le droit d'entrer en grève et même une grève illimitée. Mais vu la guerre que la CEDEAO est en train de mener contre nous, vu la guerre que la France mène contre nous à travers la CEDEAO, il n'est pas aussi nécessaire que nous entrions en grève en ce moment. Donc, les Maliens de façon générale étaient solidaires. Ils se sont sacrifiés. Ils se sont sacrifiés. Mais du moment où vous êtes dans une situation de révolution et que vous n'êtes pas en mesure de faire un peu de sacrifice, vous ne pouvez jamais avoir de révolution. Et ça, je m'adresse aussi aux jeunes activistes africains.
qui, dans leurs pays respectifs, font dans des mouvements de résistance. Il faut du sacrifice. À un moment, vous allez manquer de la nourriture. Vous allez peut-être manquer de quoi vous soigner. Et entre-temps, le gouvernement, à travers ses branches multiples, va utiliser de l'argent pour vous attirer, pour que vous tombiez dans des filets. Pour ça, mes frères du Burkina le savent très bien. Surtout mes jeunes frères de Bobo, les vrais guerriers, ceux à qui on est venu des dizaines de fois leur proposer des millions, des valises d'argent pour qu'ils annulent des manifestations. Mais ils ont toujours tenu. C'est-à-dire qu'il y a des sacrifices à faire. Et c'est ce que les Maliens, de façon collective, ont fait. Et cela a aidé le gouvernement. Parce que l'un des objectifs aussi, c'est de plonger le pays dans une crise généralisée pour, par exemple, que les enseignants entrent en grève. Une grève illimitée. Les élèves, à un moment, vont commencer à manifester pour que les écoles reprennent. Et comme ça, comme on n'envoie pas l'argent, le pays manque d'argent. Et donc, ceux qui viendront à la banque et qu'on leur dira qu'il n'y a pas d'argent, vont commencer aussi à manifester. Et c'est comme ça qu'on va faire tomber le gouvernement de Assimi. Mais les Maliens ont compris que nous sommes dans une situation de guerre et qu'il y a des sacrifices à faire. Et donc, il y a des gens qui venaient à la banque, on leur disait qu'il n'y a pas d'argent. Bon, personne n'est allé manifester. Des enseignants qui avaient des arriérés de salaire n'ont pas manifesté, ils n'ont pas déclenché de grève. Il y a aussi des jeunes activistes que la France a envoyé de l'argent, a soudoyé pour qu'ils organisent des manifestations. Pour qu'au moins, il y ait un peu une voix contradictoire, une voix qui vomit le système. Mais les jeunes n'ont pas fait. Pourquoi? Parce que dans ta propre famille, si jamais tu commences à dire que demain tu vas organiser une manifestation contre le régime, c'est ton père ou ta mère qui va t'appeler pour t'expliquer que mon fils, en ce moment, on n'a pas besoin de ça. Donc, il y a des jeunes qui ont été soudoyés par des forces occultes, plus précisément la France, pour organiser des manifestations, mais cela n'a pas marché. Parce que tout le monde était solidaire et autour du combat que le gouvernement est en train de mener. Donc, de ces 4 piliers, pour ceux qui veulent mener des révolutions collectives, des révolutions panafricaines dans les pays, je m'adresse aux leaders africains, c'est simple. Hein? Soyez transparents, dites la vérité au peuple. Nous savons que les États francophones sont assis sur des contrats terribles. Des contrats que même de fois les présidents n'ont pas idée claire des contenus. Mais c'est là. C'est-à-dire, si tu veux payer des armes pour lutter contre des djihadistes, par exemple, et que tu envoies ta commande, la France voit la liste et elle te dit que ce type d'armes, le contrat t'interdit de payer. C'est pourquoi souvent les djihadistes sortent, mais toujours plus armés. Ce n'est pas parce que les États manquent d'argent pour se payer des armes, hein. Mais il y a des contrats avec la France qui interdisent à certains de nos États de se payer des armes dignes de ce nom pour faire la guerre contre les terroristes. Donc, nos États sont assis sur beaucoup de contrats et ils n'ont pas le courage de nous dire qu'en fait, on n'a pas pu faire ça parce qu'il y a tel contrat avec la France qui nous interdit de faire. Vous devez plutôt faire des sociétés civiles vos partenaires clés. Si diplomatiquement vous n'arrivez pas à convaincre la France pour vous dégager de certaines situations, utilisez la société civile. La société civile peut mobiliser des jeunes, ils organisent des manifestations et face à la France, c'est une bonne porte de sortie. Vous pouvez dire que bah voilà, face à ça, les jeunes ne veulent plus. Donc, les sociétés civiles ne sont pas vos ennemis, mais plutôt vos alliés. Vous devez travailler de concert. Je m'adresse aux élites qui souvent s'en prennent aux activistes et aux sociétés civiles. Ce qui s'était passé au Mali, ce qui s'est passé au Mali et ce qui est en train de se passer là actuellement au Mali comme révolution et
la plus grandiose qui soit pour ce siècle présent n'aurait pas eu lieu sans une collaboration active entre le gouvernement et les jeunes de la société civile de façon globale. C'est ce que nous avons à partager. OTEP, merci. N'oubliez pas de vous abonner. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de la vidéo.